Jeudi 22 février 2024, aujourd'hui forcément on va s'attarder un peu sur l'UFC Mexico City, puisque c'est l'événement du week-end. On verra aussi que Dana White a déclaré sa flamme au Mexique, et Nassourdine Imavov qui se met en chasse d'un gros poisson. On parlera bien sûr de toutes les actualités majeures du jour. C'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Et pour Brandon Moreno, ce week-end, ce sera encore un rematch. Il avait dit qu'il était très heureux d'affronter Albaci puisque c'était une nouvelle opposition, quelque chose qu'il n'avait jamais vu, qu'il commençait à être un peu lassé des rematchs. Finalement, on connaît l'histoire, Albaci est blessé. Brandon Royval prend le combat, c'est un rematch, voilà, il en plaisante, il dit c'est comme ça. Au final, ce qui compte, c'est la victoire. On m'a rien promis d'ailleurs en cas de victoire, mais je vois pas qui est devant moi, je vois pas qui peut me griller la priorité si je remporte le combat de samedi pour avoir de nouveau ma chance à la ceinture. Il est comme beaucoup de combattants au Mexique depuis un moment pour s'habituer à l'altitude, mais il a dit que chacun était différent et que certains combattants ne le faisaient pas ou ne le faisaient pas aussi longtemps que lui. Maintenant, chacun voit à midi à sa porte, comme on dit. Il a aussi expliqué que la première fois qu'il est devenu champion, il a ressenti énormément de pression et c'est ce qui l'a fait déjouer dans sa première défense de titre. Il a maintenant changé, il a pris de la maturité, il dit là quand j'ai eu la ceinture la deuxième fois c'était totalement différent, j'ai su prendre un peu de recul par rapport à la situation. On lui a demandé s'il se verrait bien être de retour à l'UFC 300, on sait qu'il y a encore un combat à venir sur la carte. Il a dit pourquoi pas mais il y croit pas trop. Il dit déjà faudrait pas que je sois blessé, il faudrait aussi que mon weight cut, mon cutting se passe très bien, on est au mois de février. L'UFC 300 c'est au mois d'avril donc c'est quand même compliqué et puis il a rappelé qu'il avait 30 ans aujourd'hui et qu'il devait faire beaucoup plus attention à son corps que ce qu'il faisait il y a quelques années. Son adversaire du week-end, lui, Royval, est revenu sur les conditions qui l'ont fait accepter le combat de ce week-end. Je rappelle qu'il a combattu au mois de décembre contre Pantoja, une guerre de 5 rounds, c'était pas rien. Et il a expliqué que 3 à 4 semaines après le combat contre Pantoja, on lui a proposé d'être le combattant remplaçant sur le combat de Moreno contre Albaci, donc le combat qu'il va avoir le ce week-end. Et en plaisantant, il dit je me suis dit ouais c'est bien, il va rien arriver, de toute façon ça va me faire des vacances gratuites au Mexique. Il dit et puis quelques heures après on m'appelle pour me dire que Albaci est blessé et que du coup c'est moi qui vais combattre. Il dit du coup moi je vis en altitude, il vit à Denver, il s'entraîne parfois encore plus haut, le week-end il a dit qu'il allait s'entraîner à des altitudes encore plus élevées, donc il dit pour moi combattre à Mexico City c'est pas vraiment un problème, c'est aussi l'occasion de redevenir le contender numéro 1, et puis il avait dans un coin de sa tête l'idée, s'il gagnait son combat au mois de décembre et que quelque chose arrivait sur la carte de Mexico City, d'aller combattre à Mexico en short notice en tant que champion. Il dit ouais je trouve que c'est un peu un move de gangster comme disent les Américains, mais voilà, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent, le champion qui accepte en short notice d'aller défendre sa ceinture. Il dit donc j'avais ça dans un coin de ma tête, et puis finalement tout se goupille comme ça, donc là j'y vais, j'ai pas la ceinture, mais c'est comme ça. Il a aussi expliqué que dans ce combat-là, la pression, elle était pour Brandon Moreno, puisque lui, il sort d'un combat, il y a 2 mois, combat qu'il a perdu, combat de 5 rounds, puis il prend le short notice. Bon, c'est un short notice assez long, je dirais que c'est un middle notice, si on peut inventer un nouveau mot. Mais voilà, il est aussi revenu sur le premier combat qu'il y a eu entre les deux, combat qui s'était arrêté sur blessure. Il dit ok, je dis pas que j'allais gagner le combat, je dis juste que quand je me suis blessé, j'étais dans une bonne position, j'étais sur lui, j'étais en train de lui mettre des hammer fists. Et puis finalement, je me suis blessé, c'est comme ça. Donc je compte pas vraiment ça comme une défaite, mais là c'est bien un rematch et je compte bien montrer que je suis meilleur que lui. Et puis concernant sa défaite contre Pantoja, il l'a dit, j'ai appris beaucoup, c'est comme ça, je voulais montrer de quoi j'étais capable, je voulais montrer tout ce que je savais faire. Ça n'a pas fonctionné, j'espère que ça fonctionnera ce week-end. On a aussi Brian Ortega sur la carte, et pour lui, le combat de ce week-end, c'est la suite de leur premier combat, pareil, combat qui s'était terminé sur blessure contre Rodriguez. Il a traversé le désert depuis Ortega, franchement, quand je l'entends parler, je vous le dis tout de suite, je vais pas parier sur Ortega ce week-end, j'ai l'impression qu'il lui manque quelque chose. Après je peux comprendre que mentalement ce soit dur pour lui, il est arrivé à l'UFC, on s'est dit wow, ça va être le prochain champion, un Gracie fighter, il a un sol de fou, il est très bon debout, et puis finalement on sait contre Holloway il avait pris une sacrée correction, il était revenu ensuite, l'UFC lui avait redonné un title shot. Ça s'était mal passé contre Volkanovski, mais il était passé tout près de le finir, je le rappelle, il s'était retrouvé dans son dos, tout proche de l'étrangler. Et puis là, voilà, la défaite contre Rodriguez, la blessure. Alors il dit ouais, ça a été une renaissance pour moi. Je me suis retrouvé seul, je me suis regardé dans le miroir. J'ai dû faire les bons choix, j'ai dû me poser les bonnes questions. Ok, d'accord, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est parti en Ortega. Et je sais pas si on va retrouver le même Ortega, surtout là, combat en altitude, combat contre Rodriguez, qui lui a été plutôt actif. Même s'il a perdu sa chance pour le titre face à Volkanovski, depuis leur premier combat, il a combattu Rodriguez. Donc je vais plutôt pencher du côté de Rodriguez
pour ce combat-là. Et puis sinon, il dit que dans le premier combat, bah et voilà, il dit ouais, on n'a pas vraiment eu l'occasion d'en apprendre plus l'un sur l'autre. On était limite encore en train de s'échauffer quand je me suis blessé. Forcément, à prendre avec des guillemets. Et on lui a demandé ce qu'il avait pensé du combat de Volkanovski le week-end dernier contre Topuria. Et il dit ce que moi j'avais un peu dit, il a l'impression que Volkanovski était un peu différent dans ses déplacements, etc. Il dit maintenant, voilà, je sais que Volkanovski, il s'adapte à tous les adversaires qu'il a en face. Donc peut-être tout simplement que là, le plan, c'était de bouger comme ça, de faire ci, de faire ça. Et puis malheureusement, ça s'est mal passé pour lui. Et bien sûr, il a hâte de voir la suite pour la catégorie, puisque Topuria a dit qu'il voulait pas défendre contre ces gars-là. Mais c'est pas non plus forcément Topuria qui décide. Dana White, lui, a donné une interview à ESPN Mexique, et donc il est revenu sur l'ouverture de l'UFC Performance Institute au Mexique qui va avoir lieu très prochainement. Il espère que ça va faire exploser le sport dans le pays. Dana White, c'est un passionné de boxe. Et il dit, moi, quand j'étais jeune, la boxe était partout. On pensait que les Mexicains étaient nés avec une paire de gants de boxe. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est en train de changer petit à petit. Je vois beaucoup de Mexicains qui se mettent tout de suite aux arts martiaux mixtes. Et là, d'ouvrir le PI, hein, comme il dit, le Performance Institute, ça va être l'occasion pour beaucoup de jeunes qui sont dans les rues, qui n'ont rien, d'aller s'entraîner, de découvrir le sport. Je dis pas qu'ils vont tous devenir champions du monde, mais ça va peut-être devenir des coachs. Ça va leur donner une voie dans la vie. Et moi, j'ai vraiment l'impression que Dana White, il a envie de faire exploser le sport du MMA. On peut ne pas l'aimer, Dana White, il est ce qu'il est, mais je pense que c'est un passionné. Et il est aussi revenu sur l'événement qu'il va faire pour l'Independence Day du Mexique à la Sphère au mois de septembre. Il l'a redit, ça va être un truc de fou. Surtout si vous êtes mexicain, vous allez halluciner. Le concert inaugural de la salle, ça a été U2. Il dit U2, ils ont utilisé une infime partie de ce qu'on peut faire à la Sphère. Moi, je vais tout utiliser, ça va être quelque chose de dingue. Je vais perdre de l'argent dans le process, mais ça va être quelque chose de fou et ça va me servir. Alors bien sûr, il dit ça pour que tous les Mexicains se connectent et regardent. On n'est pas fou, on connaît le business. Mais vraiment, quand il en parle, il a des étoiles dans les yeux. Dana White, c'est vraiment son côté passionné qui parle. Et puis, il l'a dit, partout où on va, on est venu au Mexique la première fois, je crois que c'était en 2015, si je dis pas de bêtises. Et il dit suite à ça, on a eu des champions mexicains, on a été en Australie quelques années après, on a eu des champions australiens, on a été en Chine quelques années après, des champions chinois. Donc il dit voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne et j'espère qu'on va continuer à faire grossir le sport au Mexique. On le sait, aux États-Unis, il y a une grosse immigration mexicaine, il y a une grosse communauté mexicaine. Donc forcément, quand tu peux avoir tous ces gens-là qui te suivent, qui suivent ton sport, on n'est pas fou, ça rapporte forcément de l'argent. Il a aussi dit quelque chose, Dana White. Alors c'est une rumeur que je vois passer depuis... Je sais pas si la vidéo elle date d'il y a longtemps ou pas, mais je l'ai vu tourner sur les réseaux. Il explique que quand Khabib a battu Conor McGregor, Vladimir Poutine lui a fait don de 20 millions de dollars de propriété en Russie. Un truc de fou. Je savais que Khabib avait été reçu en Russie par Poutine. Je savais pas qu'il lui avait donné 20 millions de dollars. C'est vraiment un truc de dingue. On a aussi le PFL ce week-end, les champions du PFL contre les champions du Bellator. Et il y a aussi d'autres combats, même si t'es pas champion, t'as des gars qui combattent, des gros noms en fait, ils sortent toute leur écurie, là, ils vont nous montrer tous leurs combattants. Et il y a Aaron Pico, lui qui s'est dit très satisfait de The Merge, hein, comme on dit, de la fusion du Bellator et du PFL. Il dit moi j'aimerais voir beaucoup plus de combats cross-promo. Je pense que ça servirait le sport. Je lui donne pas forcément tort, je comprends que surtout l'UFC veut protéger son monopole. Mais imaginez, une fois par an, on avait un champion de l'UFC qui affrontait un champion du PFL ou du Bellator. Parfois on sait pas, on se dit ah c'est vrai que l'UFC on dit que c'est le gratin, c'est les meilleurs. Mais t'as des mecs dans d'autres organisations qui sont très bons aussi. Et si de temps en temps ils allaient se tester les uns contre les autres, moi je dirais pas non, je pense que l'UFC eux c'est mort pour eux. Mais voilà, il est très content de ça, il a aussi dit qu'il était heureux que le staff du Bellator l'ait suivi, ça fait 10 ans qu'il est là-bas. Il dit moi je suis arrivé, j'avais 17 ou 19 ans, je sais plus, là il a 27 ou 29. Donc voilà, ça fait 10 ans que je travaille avec les mêmes personnes, je suis très content qu'ils soient encore là. La seule angoisse que j'ai eue quand j'ai vu qu'il y avait cette fusion, c'est que je savais pas quand j'allais combattre, et moi j'aime bien avoir mes dates de combat à l'avance pour savoir comment je vis. Est-ce que je m'entraîne beaucoup? Est-ce que je fais attention à mon poids? Est-ce que je peux prendre des vacances, etc. C'est quelque chose qui est très important pour moi, et là je me suis posé beaucoup de questions, et puis finalement la date du combat est tombée, ça m'a forcément rassuré. Et on lui a demandé quelle était la suite pour lui au PFL Bellator. Est-ce que tu vas rester sur l'ancienne version du Bellator, une version classique hein, avec un champion et des contenders? Est-ce que tu vas être que sur les cartes pay-per-view avec les gros noms 2-3 fois par an, ou est-ce que tu vas faire le tournoi? Il dit je sais pas, il y a beaucoup de discussions en ce moment, je sais pas ce que ça va donner, mais ce qui est sûr c'est que moi peu importe là où je vais aller, le but ça va être de finir avec une ceinture autour de la taille. Donc écoutez, souhaitons-lui le meilleur, déjà gagner ce week-end, se faire un nom dans la nouvelle organisation, parce que ça va amener des nouveaux fans, hein, je pense, cette histoire de champion contre champion, il y a des gens qui n'ont jamais suivi ni le Bellator ni le PFL qui vont regarder, donc c'est le moment pour lui de se faire un nom. Retour à l'UFC, on va parler d'un jeune retraité, Jorge Masvidal, on sait, il veut revenir à la compétition.
il s'entraîne, etc. Et il a fait un call plutôt intelligent, je trouve, même si je pense que ça tournerait mal pour lui. Il aimerait faire un combat BMF contre BMF. Je rappelle que Masvidal, c'est le premier à avoir remporté la ceinture BMF contre Ned Diaz. Aujourd'hui, c'est Justin Gaethje. C'est d'ailleurs Masvidal qui lui a mis la ceinture autour de la taille suite à son combat contre Dustin Poirier. Et il voudrait faire lui contre Gaethje. Et puis il dit voilà, on va le faire. Et puis en gros, je vais le détruire. Le problème, c'est que moi, les mecs qui sortent de leur retraite et qui reviennent, surtout que ces derniers combats, Masvidal, c'était pas ça. Il est sorti sur une défaite face à Covington, si je dis pas de bêtises. Il y a eu Gilbert Burns entre deux. Alors, je sais plus. Là, je suis en train de dire une bêtise. En tout cas, il y a eu Colby Covington. Il s'était vraiment fait dominer dans ce combat-là. L'âge est là aussi. Les années sont passées. Gaethje, lui, il est toujours dans le truc. Il s'entraîne toujours. Il combat toujours. Je sais pas si ce serait une bonne idée. Après, il faudrait que Gaethje monte de catégorie. Je pense pas que c'est Masvidal qui redescendrait en poids léger à son âge. Mais écoutez, ce serait un beau combat. En tout cas, je regarderai. Mais j'aurais un peu peur pour Masvidal quand même. ESPN qui nous explique que Makhachev aurait réitéré le souhait de monter pour prendre Leon Edwards en poids welter. Et il nous dit que ça pourrait être l'année des champions contre champions. Parce que O'Malley veut monter prendre Topuria. Il faut déjà que O'Malley gagne, que l'UFC accepte. Makhachev pourrait monter prendre Edwards. Moi, vous connaissez mon avis là-dessus, je pense qu'il faut au moins aller 5-6 défenses de titre avant de monter. Maintenant, c'est pas moi qui décide, mais 2024, on n'a peut-être pas fini de voir des champions contre champions. Un petit tour en France maintenant, avec Nassourdine Imavov qui sur les réseaux sociaux appelle Kamaru Usman. Usman poste la photo de lui à 170 livres, donc en poids welter, et une autre de lui en poids moyen à 185. Et il dit ouais, quel poids vous choisissez? Bon, il est impressionnant sur les deux photos. Et Imavov lui dit ouais, bienvenue chez les 185. Ce sont les styles qui font les combats. On se voit à l'UFC le 22 juin en Arabie Saoudite. Donc pourquoi pas, franchement, c'est un call très intelligent de la part de Nassourdine Imavov. Est-ce que Ousmane va y répondre? Je sais pas. Mais pour Ousmane, ce serait l'occasion voilà, de dire moi je suis dans le top 15, je suis là, je suis même dans le top 10 si je bats Imavov. Et puis pour Imavov, battre Ousmane, franchement, sur le résumé, ça fait mortel. Ça fait une belle vue pour lui. On parlait de Paulo Costa il y a quelques jours avec un auditeur. On en a parlé dans la minute auditeur. Donc pourquoi pas, ce sera un combat super pour Nassourdine Imavov. Avant de passer à la suite, si vous pouvez penser juste pour me soutenir, un petit like, un petit abonnement, ça vous coûte 0, c'est votre bonne action de la journée. Et moi, je vous en remercie vraiment. Hier, je vous parlais de Kevin Jousset qui allait annoncer prochainement son prochain adversaire. Eh bien, il semblerait que le combat soit contre Jared Gooden, Goden on dit, je sais pas trop, et que ça se passe le 11 mai à Las Vegas, à 170 livres, donc chez les poids welter. Donc écoutez, la carrière continue pour Jousset, je lui souhaite une belle victoire et pourquoi pas un UFC à Paris au mois de septembre. On a fait le tour de l'actualité pour aujourd'hui, je vous propose de passer à la minute auditeur. Et je commence avec Saibot qui me dit Sergei Pavlovich, c'est mon combattant préféré, j'adore son style. Je pensais vraiment que ça allait être le prochain champion de la catégorie, mais avec sa défaite contre Aspinal et le blocage actuel des poids lourds, j'ai bien peur qu'il n'ait pas sa chance avant un bon bout de temps, voire jamais s'il enchaîne une autre défaite. Bon là, ça c'est vrai que s'il enchaîne une défaite, ça va être compliqué, ça va prendre du temps. C'est bouché. Après, est-ce que Aspinal va défendre la ceinture intérim? Il pourrait y avoir un rematch immédiat, je sais pas, mais sinon, il y a Ratila qui nous dit il a encore le temps. Après, il faudra qu'il batte Tom. Forcément, s'il veut devenir champion, il faudra battre Aspinal. Mais c'est vrai qu'il a encore le temps. Les poids lourds, ils peuvent combattre jusqu'à 38, 39. Après, ça dépend de ta carrière, ça dépend de tes blessures, ça dépend de tout. Mais oui, pourquoi pas, il a encore le temps, je suis d'accord avec toi. Et puis, il y a Gaëtan Gigeli qui nous dit Pavlovich contre Gane, personne n'en parle, pourtant ce serait logique. Entièrement d'accord, ça fait partie des options pour Cyril Gane, je pense, de prendre Sergei Pavlovich. Combat compliqué, combat dangereux parce que tu peux te prendre un sacré KO. Maintenant, Cyril Gane, je le vois très mobile, toucher, sortir. Il peut faire ça contre Pavlovich. Et puis on pourrait voir ce que ça donne Pavlovich contre un adversaire qui bouge beaucoup, qui lui rentre pas dedans, qui reste pas statique. On apprendrait beaucoup de choses dans ce combat. C'est un combat qui pourrait basculer d'un côté comme de l'autre. Et puis pour un combat de retour de Cyril Gane, là, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu. Je pense que vaut mieux pour lui prendre Pavlovich par exemple que Curtis Blades qui est un pur lutteur. Mais bon, après ça, l'avenir nous le dira. Ensuite, on a Aferp qui me dit sinon en ce moment on n'entend pas trop Cédric Doumbé alors qu'il combat dans moins d'un mois. Ouais, c'est vrai, ça approche. Il y a de fortes chances qu'il fasse un pressing offensif sur Baki dans les derniers jours. Bah ouais, c'est vrai que Doumbé là on l'entend pas trop. Mais là je pense que ça y est, la bête va se réveiller. En plus, il est ultra actif sur les réseaux, il a une grosse fanbase, donc dès qu'il dit quelque chose, c'est ultra relayé, retweeté, reposté, etc. Mais ouais, il est assez discret pour l'instant, mais ouais, ça risque de monter en pression là dans les jours et les semaines qui viennent. J'ai Narcosan qui me dit Mark Hunt et Fedor, ce serait vraiment un combat pour les fans. Je doute que beaucoup de gens connaissent ces deux gros bougs, mais on stream fort ici. Ouais, bah c'est sûr que ça, pour les fans, les gens qui ont suivi le Pride, le K1, Fedor contre Mark Hunt, ça avait déjà eu lieu, hein, si je dis pas de bêtises, au Pride. Je crois que Mark Hunt s'était pris une clé de bras, je veux pas dire de bêtises, mais
Dans mes souvenirs, je vois ça, peut-être que ma mémoire est altérée, mais non, ce serait génial, franchement, que les deux prennent de l'argent, et puis que Mark Hunt se retire de là. Et je suis désolé, il y a un de vous qui m'a laissé un message pour me dire que lui, il comprenait que Mark Hunt soit énervé parce que l'UFC lui a fait un coup dans le dos en combattant un mec dopé, et en gros, tu comprends que voilà, qu'il veut pas laisser ça passer. Alors je suis d'accord que son ego peut être touché, voilà, tu vois, qu'il est mauvaise, mais le problème, c'est qu'il est en train de gâcher tout, juste pour ça, alors que dans sa vie, entre le K1 et le Pride, il a affronté des mecs chargés tout le temps. Dans son livre, il le dit, hein, au Pride, on m'a tout de suite dit, ici, il n'y a pas de contrôle antidopage, donc tu savais à quoi t'attendre. Après, à l'UFC, voilà, il était censé avoir l'USADA, etc. Je comprends que le mec, son ego parle, etc. Mais est-ce que ça vaut le coup de gâcher ta retraite, de dilapider ton argent juste pour ça? Je suis pas convaincu. On a Jordan Herman qui me dit, les gars, dans 2 semaines, c'est Benoît God of War Saint-Denis. J'adore comment Bruce Buffer le prononce. Plus sérieusement, quand je vois les publications de BSD et de Dustin sur les réseaux, les deux sont des putains de monstres. Mais honnêtement, j'ai vraiment peur pour BSD. Poirier a énormément d'expérience et j'ai regardé ses anciens combats. Et franchement, il a tout pour éteindre Benoît de mon point de vue. Je pense qu'un BSD Turner ou un BSD Hooker ou encore Darius Gamrot ou RDA aurait été mieux pour voir. Car passer de Frévola à Poirier, c'est comme passer de Volkov à Ngannou, j'ai peur. Alors c'est sûr que là, il fait un sacré saut. Après, il a saisi l'opportunité, il a eu raison. Il y en a peut-être beaucoup qui auraient fait pareil à sa place. Bah ouais, Poirier, il est très très fort, hein, faut pas le sous-estimer. Il sort d'une défaite, mais c'est un très bon boxeur. Il a un sol qui est énorme. Je répète qu'il a failli quand même soumettre Khabib. Hein. Il est pas passé loin, même Khabib l'avait dit, c'était tout proche. Non, ça va être une vraie guerre. On va avoir de grosses réponses de la part de Benoît Saint-Denis. Après, tu auras toujours des gens qui te diront si Benoît Saint-Denis gagne, ouais, mais Poirier, il est rincé, il vient de prendre un KO. Bon, bah ça, après, c'est comme ça. Mais c'est un combat très dangereux, hein. Faut pas enterrer Dustin Poirier. Ensuite, j'ai Anamura qui me dit « Ce n'est pas rassurant de voir Volkanovski et son coach penser que Topuria a eu la chance du gros frappeur, que c'est juste une petite erreur. Ça me rappelle un peu Gane après sa défaite contre Ngannou. Même si j'étais pour Volk, à mon avis, on fait 10 fois le combat et il perd 9 fois. » Je sais pas. Ça, je sais pas, mais oui, c'est vrai que se cacher un peu derrière le truc de « Ouais, il a eu la chance du gros frappeur », comme je te dis dans la réponse, il lui a pas mis un coup et il l'a endormi. Il l'a pressé, il lui a mis un enchaînement, il l'a feinté sur l'enchaînement. C'est un bel enchaînement construit. Non, c'est pas un coup de chance. Je pense vraiment pas que ce soit un coup de chance. Et après, j'ai pas vu toute l'interview du coach de Volkanovski. Je sais pas si c'est juste une déclaration qu'il a dit comme ça. Mais en effet, c'est pas un coup de chance. Et puis, si Volkanovski veut le battre un jour, forcément, va falloir revoir des choses. Ensuite, il y a TNSN. Alors malheureusement, TNSN, je sais pas si vous êtes comme lui, mais tous ces messages se font bannir. Il m'a même dit qu'il m'a envoyé un message en privé, je le reçois pas, je sais pas pourquoi. Mais enfin bref, il me dit, je voulais juste te dire que Ziam, pour moi, est pas assez impressionnant pour attraper BSD. Et pourtant, mon message arrête pas d'être banni, il y a rien de méchant là-dedans. Là, je sais pas ce qui se passe avec YouTube. Mais ouais, Ziam, moi, personnellement aussi, je trouve qu'il est un peu... On n'a pas encore vu assez pour me projeter de le voir dans le top 10. Maintenant, il progresse à chaque combat. On peut pas lui enlever que c'est un gars qui progresse à chaque sortie. Qui a l'air motivé, qui a l'air sérieux, donc pourquoi pas, ça peut arriver. Maintenant, mon avis à moi aussi, c'est que ça va être compliqué d'aller chercher le top 10, mais il peut me faire mentir, et puis bien sûr, je le souhaite. Écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. Demain, on aura plein de choses à dire, on approche de l'UFC à Mexico City, j'espère que personne ne va rater la pesée, il va encore y avoir des interviews, il va encore y avoir ceci, cela. Je vous dis à demain, 17 h, passez une bonne soirée, salut!